Même si je vais traiter d'un organe infiniment moins noble que ceux dont on vient de parler, le cerveau, le cœur, le rein, le tube digestif, c'est vraiment considéré comme plus qu'annexe, mais je vous assure que quand il fonctionne mal, on souffre infiniment. Donc vous l'aurez compris, moi je suis gastro-entérologue et j'ai cofondé et je préside l'Institut des Mickey, qui est une structure un peu nouvelle, privée, qui associe soins, recherche et formation, est complètement dédié aux patients atteints de maladies inflammatoires chroniques intestinales avec une sorte de nouveau modèle économique. Les MICI, ça s'écrit MICI, maladie inflammatoire chronique intestinale, c'est un peu dans notre jargon ce qu'on appelle le fléau des temps modernes. Pourquoi ? Parce qu'il y a une sorte d'épidémiologie complètement galopante et que ces maladies arrivent avec l'occidentalisation, le développement du niveau de vie. Donc les premiers, les pionniers, le Canada, les États-Unis, l'Europe du Nord, vite rejoints par la France et d'autres. Et en quelques chiffres, c'est plus de 10 millions de patients atteints de maladies inflammatoires chroniques intestinales dans le monde, 3 millions en Europe, 300 000 en France. Et surtout, c'est que les chiffres ne cessent de monter. C'est des maladies chroniques qui durent toute la vie, qui ne tuent pas. Et donc, avec une incidence des nouveaux cas qui augmente, c'est particulièrement redoutable. Qui plus est, cette augmentation de l'incidence, elle porte surtout sur les populations plus jeunes. Et c'est surtout en pédiatrie qu'on voit l'augmentation de l'incidence, ce qui est quasiment une pandémie pédiatrique. Et ça pose d'énormes problèmes d'organisation, de prise en charge de services. Et il a été récemment montré, parce qu'on avait cru avoir atteint un pic, que finalement, même dans les pays développés à forte incidence et prévalence, mais l'incidence continuait de monter. Et il y a eu un consortium canadien, mais qui a fait intervenir les épidémiologistes spécialistes des MICI des pays développés, c'est-à-dire au stade 3 de l'épidémie. Et en gros, aujourd'hui, on peut considérer qu'en France, on est à 0,5, 0,45, 0,50% de prévalence de patients atteints dans la population. Ça devrait tourner autour de 1% dès 2028. Donc c'est un vrai problème. Alors les causes de ces maladies, on ne les connaît pas trop. Il y a un terrain génétique, mais il y a surtout, vous l'aurez compris, des facteurs environnementaux. Ces facteurs environnementaux, c'est terrible parce que c'est ceux avec quoi on a appris à vivre. Et il y a quoi dans ces facteurs ? Il y a la pollution atmosphérique, il y a l'alimentation, mais dans l'alimentation, il y a ce qu'on mange, mais il y a les additifs, il y a les sucres raffinés, les aliments hautement ultra transformés, toujours de plus en plus. Et ça a été vraiment longtemps un peu dissimulé quand même, enfin les méfaits de tout ceci. Mais il y a d'autres facteurs un peu curieux, trop d'antibiotiques dans la petite enfance, parfaitement démontré, et également trop d'hygiène. Et ça, c'est un facteur vraiment très, très important. Enfin, quand j'ai compris ça, j'ai roulé mes enfants dans la boue dès leur plus jeune âge. Et je pense que c'est extrêmement important parce que tout ça repose sur le système intestinal. Et quand c'est le système immunitaire intestinal qui est le plus important de l'organisme, quand il n'a rien rencontré dans les premières années de vie, après, il fonctionne moins bien, quoi. Donc, il faut commencer très tôt à rencontrer le monde. Dans ces maladies, on distingue deux formes, la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Sans entrer dans le détail, ces maladies sont caractérisées par une inflammation de l'intestin chronique qui est source de douleurs abdominales, de diarrhée, généralement d'impériosité, c'est-à-dire impossible de se retenir, parfois sanglant, un retentissement sur l'état général, amaigrissement, dénutrition, fatigue, et de plus en plus on constate un retentissement sur le moral. Anxiété, dépression, c'est l'équivalent de véritables manifestations extra-intestinales associées à ces maladies. Et bien entendu, il s'associe d'autres atteintes des reins, atteintes du cerveau. Ce n'est pas les plus classiques, mais ça existe, surtout de la peau, des yeux, des articulations, des poumons. Et ça en fait vraiment des maladies générales de système. Donc ça, c'était un peu pour brosser le tableau de ce type de maladie. Alain m'a demandé de parler des déficiences, des invalidités, de retentissement sur la vie quotidienne. Et ça, j'ai bien aimé parce qu'on a participé, mais avec un groupe international, à la création
d'un index de disabilité, Disability Index. Et en fait, la particularité de cet index, c'est qu'on essaie de prendre en compte non pas l'organe, mais tous les aspects. Et pour donner un simple exemple, il y a 28 items qui vont de l'accès aux soins, au ressenti, à la sexualité, à ce qu'on refuse de dire, au même titre que la diarrhée, les douleurs abdominales, l'amaigrissement, et tout ce qui va avec. Et c'est assez simple pour donner des chiffres. Quand on a 0, on est parfaitement bien, on n'a aucune disabilité, aucun handicap. À 100, c'est le maximum. Quand on prend de façon générale, en poussée et sans qu'il soit en poussée, on prend une population de patients, eh bien, l'index, il est à 34-35. C'est-à-dire quand même, ça ne va pas bien, quoi. Et des études ont montré que cet index, il était aussi élevé dans la maladie de Crohn que la rectocolite hémorragique, et il pouvait être aussi élevé quel que soit l'âge. Donc ça peut... Ce handicap, il atteint toutes les populations d'âge. Ce n'est pas du tout les patients les plus âgés. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas vraiment corrélé à la sévérité de la maladie. C'est-à-dire que la maladie peut être contrôlée, mais on se sent très mal, on souffre d'un handicap majeur. Ou alors la maladie peut être en poussée sévère, mais peu de handicap. Donc c'est une notion qui n'existait pas il y a encore 10 ans, en tout cas dans notre discipline, et qui est complètement nouvelle. Et on va peut-être en dire un mot tout à l'heure avec Alain, ça ouvre quand même des horizons pour essayer d'améliorer la qualité de vie des patients. Quelques mots sur le coût. J'ai pris moins de temps que mes collègues là. En ce qui concerne les coûts, c'est un vrai problème. C'est un problème de santé publique. Et en gros, les Canadiens sont très en avance sur les chiffres, pas au niveau de la qualité des soins, mais sur les chiffres. Parce qu'ils étudient vraiment tout ça. Et en gros, ce qu'on peut dire, et ça c'est un point très intéressant, en 10 ans, quel a été le shift ? La grande majorité du coût de la prise en charge de ces maladies, c'était l'hospitalisation et la chirurgie. Je ne dis pas qu'on n'hospitalise plus ou qu'on n'opère plus, mais beaucoup moins. Et il faut savoir que, par exemple, pour la maladie de Crohn, les traitements médicamenteux, c'était 20%. Il y a 5-10 ans, c'est 70% maintenant du coût de la prise en charge. Pour la rectocolite hémorragique, c'est un peu moins, mais c'est passé de 20% à 60%. Et ça, c'est des points extrêmement importants à prendre en considération. Et globalement, alors dans ces pays développés, le coût d'une année de traitement pour un patient maladie de Crohn, ce serait 10-12 000 euros, 8-10 000 pour rectocolite hémorragique. Alors, il faut faire attention parce que ça, c'est les coûts globaux, mais il y a aussi les coûts indirects qui sont très peu mesurés, la diminution de productivité, l'absentéisme, tout ça. Et donc, il faut être assez prudent. Et donc, pour donner des chiffres frais, je suis allé sur Amélie Pro hier soir, et c'était intéressant parce qu'en gros, en 2021, c'était les chiffres, il y avait 294 000 patients déclarés. Ça veut dire qu'en réalité, même si on dit en France, il y en a presque 300 000, il y en a sûrement beaucoup plus que 300 000 parce que beaucoup refusent de faire reconnaître la maladie. Déjà une prévalence de 0,5%, 1,169 milliard de dépenses annuelles. Et voilà. Alors, il y avait deux autres questions. Alain, je vais vite alors. C'était qu'est-ce qu'il faudrait proposer pour tenter de réduire les coûts de prise en charge. Et là, il y a eu beaucoup de réflexions. Ça se fait vraiment dans des colloques internationaux. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'on a tous les mêmes problèmes. On essaie de les régler entre nous, en petits groupes, mais en vérité, ça se ressemble beaucoup, même si la prise en charge, tout ça est différente. Et en gros, la préoccupation devant l'afflux des patients, le manque de ressources, le constat qu'on fait tous de diminution de la qualité des soins, difficulté dans la personnalisation des soins, c'est d'être capable de proposer quelque chose qui tienne la route à tous ces patients qui doivent arriver. Et en gros, ce qui m'a semblé le plus intéressant était de considérer dans les maladies chroniques deux formes. Il y a les formes minimes et légères. Eh bien, ces formes minimes et légères, il faut utiliser les outils digitaux, il faut passer la main, se faire aider par nos infirmières de pratique avancée et autres pour dégager, pour les formes sévères, modérées à sévères, dégager le temps, les consultations en présentiel, les experts. Alors que pour les formes légères à modérées, on pourrait vraiment passer la main. Quand on voit qu'en France, chacun veut rester dans ses prérogatives, ses droits, on veut empêcher les infirmières alors qu'ils nous rendent des services incroyables, c'est un petit peu fou. Et sinon, il y a un constat qui est
qu'on vit tous les jours au quotidien, et c'est aussi pour ça qu'on a créé l'Institut des Mickey, c'est qu'on ne peut plus imaginer la médecine dans son cabinet avec un patient pour une maladie chronique. C'est des équipes multidisciplinaires. Il faut des médecins, il faut des chirurgiens, il faut des radiologues, il faut des diététiciennes, des psychologues et tous les spécialistes là-dessus. Et pour la dernière question, c'était un petit peu les traits communs et un petit peu ce qu'on voyait de ce qui allait dans les maladies chroniques. Alors il y a beaucoup d'aberrations. Parce que, par exemple, un très grand progrès, c'est ce qu'on appelle l'éducation thérapeutique. Au moment du diagnostic de la maladie, au moment d'un tournant, il y a vraiment du personnel formé, qualifié, qui prend le temps. Eh bien, je vous disais, les maladies inflammatoires chroniques intestinales, ça peut toucher le cœur, les poumons, ce qu'on veut. Et chaque ETP se fait par discipline. C'est-à-dire que nous, on va apprendre à un patient qui a une maladie de Crohn, et comme il va avoir un problème articulaire, c'est 30% des patients, il va y avoir de l'ETP de l'éducation au rhumato. On va en plus pas dire pareil, notamment sur l'alimentation. Ils vont rien comprendre, ça fait perdre du temps à tout le monde. Et ça, je trouve que le fait de ne pas faire de structure commune pour les maladies chroniques, c'est un peu une hérésie. Et j'avais 2 points forts que je voulais développer. C'était justement, et j'avais insisté sur le retentissement. J'ai discuté avec Cynthia Fleuret à un colloque il n'y a pas longtemps, on discutait un peu de la santé mentale. Et on parlait de la santé mentale, et donc je la cite parce qu'elle ne l'avait pas écrite, mais elle m'a donné cette magnifique formule. Elle m'a dit: la santé mentale est le passager clandestin de toutes les maladies chroniques. Comment faire comme si on n'avait rien quand on a une maladie qu'on aura toute la vie avec les conséquences, les traitements. Et ça, je trouvais que c'était très fort, et je pense que nous tous, avec ces maladies, on doit se mettre ensemble. Et là-dessus, et pour revenir un peu sur la qualité de vie, avec l'Institut Raphaël, donc à l'Institut des Mickey, on a développé tout un programme, une vraie étude contrôlée, randomisée, state of the art, on va dire, avec tous les critères, pour essayer de démontrer chez des patients qui ont la maladie contrôlée selon les critères objectifs qu'on a, nous, en tant que spécialistes d'organes, mais qui continuent à souffrir, à avoir une qualité de vie vraiment altérée, très altérée, si justement une approche holistique, il y a un trépied qui est l'activité physique adaptée, l'alimentation, la santé mentale, et ça c'est valable pour toutes les maladies chroniques, plus quelques petits items. Si en simplement une sorte de cours, un condensé qui a été concocté par Alain, en moins de 12 semaines, si on n'allait pas les amener d'une qualité de vie extrêmement médiocre à une qualité de vie extraordinaire, et ça donne la pêche. Et le dernier point, parce que Dominique disait qu'ils avaient le traitement, ils avaient la greffe, et que son projet, c'est la greffe pour tous. Moi, je trouve que nous, ce qu'on a, on n'a pas de traitement qui guérisse. La chirurgie, c'est un pis-aller. Et ce qu'on fait quand on traite les patients, eh ben, c'est un peu au hasard, c'est essai-erreur. Et la médecine de précision, c'est une médecine qui permettrait de donner le bon traitement pour le bon patient au bon moment. C'est ça qui, pour moi, dans les maladies chroniques, serait l'avenir. Dès le début, pouvoir donner le traitement adapté. Il y a beaucoup de travaux en cours, et j'espère que ça aidera beaucoup nos patients et nos avancées. Je vous remercie.